Le 5 juin 1989, alors qu'il n'est pas tout à fait midi, un homme vêtu d'une chemise blanche s'avance sur l'avenue Chang'an qui donne sur la place Tiananmen qui se trouve à Pékin. Face à lui se trouve une colonne de chars qui avance lentement, mais lui il reste au plein milieu du chemin. Le premier char arrive à la hauteur de cet homme et s'arrête, donc tous les autres chars derrière s'arrêtent également. Plus loin sur la place on peut entendre des coups de feu, mais l'homme reste là immobile devant le premier char. Pour éviter l'homme, le premier char décide de tourner à droite, mais quand le char tourne, eh bien l'homme décide également de suivre le char et donc bloque son passage. Pendant ce temps, quelques journalistes assistent à la scène depuis le haut d'un balcon d'un hôtel qui était sur cette place-là. Et ils capturent cette scène qui fera dès le lendemain le tour du monde. Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais vous raconter l'histoire de la photo mythique de Jeff Widener. Cette photo s'intitule Tankman, donc en français l'homme au char, ou alors il y a un autre titre qu'on connaît bien en français qui est l'homme de la place Tiananmen. Avant de continuer la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne ainsi qu'à mon Instagram que je vous affiche à l'écran. Je compte refaire quelques photos, donc n'hésitez pas à me suivre pour justement ne pas les louper. Moi je vous dis bon visionnage pour la suite de la vidéo. Jeff Widener est né en Californie le 11 août 1956. C'est un photojournaliste américain qui est notamment connu pour la photo que je vous présente aujourd'hui. Jeff Widener a grandi en Californie du Sud où il a étudié au Los Angeles Pierce College et il a reçu un diplôme en photojournalisme au collège Moorpark. À l'âge de 7 ans, Jeff Widener devient fou des caméras et à l'âge de 15 ans, ça devient vraiment une obsession pour lui. Ça devient tellement une obsession pour lui qu'il va travailler dans un fast-food en Californie pour pouvoir s'acheter sa première caméra. En 1974, Jeff Widener a été sélectionné parmi 8000 étudiants américains pour le Kodak Scholastic National Photography Scholarship qui est un concours où le prix incluait une visite d'études d'Afrique orientale. En 1978, donc 4 ans plus tard, Jeff Widener a commencé à travailler comme photographe de presse en Californie, puis ensuite il va continuer son travail dans l'Indiana mais également dans le Nevada. À l'âge de 25 ans, Jeff Widener va accepter un poste à Bruxelles comme photographe pour l'United Press International et c'est là où il va réaliser sa première mission étrangère qui sera les émeutes de la solidarité en Pologne. Au fil des années, Jeff Widener fera des reportages dans plus de 100 pays qui impliquent des troubles civils mais également des guerres au niveau social. Il a d'ailleurs été le premier photojournaliste à envoyer des images numériques depuis le pôle sud où il a justement couvert des sujets majeurs. Il a également photographié des événements majeurs dans plusieurs régions comme l'Afghanistan, l'Inde, le Vietnam, le Pakistan et encore plein d'autres régions. Il faut savoir qu'avant de prendre sa photo qui va devenir une des plus connues au monde et donc celle que je vous parle aujourd'hui, Jeff Widener a été blessé par un pavé durant une manifestation sur l'avenue Chang'an. À ce moment-là, Jeff Widener était muni de son appareil photo qui était un Nikon F3 en titane et donc son appareil photo a amorti le choc du pavé contre la tête de Jeff Widener et donc ce qui lui a sauvé la vie. Il faut savoir que la photo de Jeff Widener, donc l'homme de la place Tiananmen, a été distribuée plusieurs fois dans plusieurs pays, sauf dans la Chine où elle a été interdite. Je sais pas si elle est toujours interdite à l'heure actuelle, mais en tout cas avant elle était interdite. Depuis le 15 avril 1989, des milliers d'étudiants se rassemblent sur la place Tiananmen pour rendre hommage à l'ancien secrétaire du Parti communiste chinois qui est décédé d'une crise cardiaque. Mais ces manifestations qui sont spontanées sont interdites et réprimées par les autorités et donc les jeunes manifestants vont aller plus loin. Ils vont entamer une grève de la faim et ils vont multiplier les protestations sur la place publique pour dénoncer la corruption du régime, le chômage, les inégalités mais également pour demander plus de liberté.
La loi martiale est donc mise en place et ce sont donc les chars de l'armée populaire de libération qui prennent le contrôle de la ville. Dans la nuit du 4 au 5 juin, le mouvement étudiant est totalement écrasé. La ville est nettoyée et il y a une importante purge qui est menée. Cette répression sanglante est responsable de plus de 15 000 morts et également plusieurs milliers de blessés. Et elle est donc surnommée le massacre de Tiananmen. Le 5 juin 1989, un homme vêtu d'une chemise blanche s'avance sur la place de Tiananmen. Il se met donc au milieu de cette place-là. Face à lui, il y a plusieurs chars qui sont en colonne et ces chars-là avancent doucement vers lui. L'homme ne bouge pas, il reste immobile au plein milieu du passage. Le premier char qui arrive à sa hauteur s'arrête, l'homme ne bouge toujours pas. Le char essaye de contourner cet homme en justement tournant à droite et puis tourner à gauche, mais l'homme se replace toujours devant le char. L'homme finit par monter sur un des chars pour justement parler aux soldats qui le dirigent. On ne sait pas ce que cet homme lui a dit, mais selon les rumeurs, cet homme lui aurait demandé d'arrêter le massacre et de laisser la ville tranquille. Une fois que l'homme à la chemise blanche descend du char, il va être embarqué par un groupe de personnes. Alors là, on ne sait toujours pas qui sont justement ce groupe de personnes-là. Est-ce que ce sont de simples citoyens ou alors au contraire, est-ce que ce sont des personnes qui font partie de la police secrète? Le mystère est toujours présent actuellement. Pendant ce temps, plusieurs journalistes et vidéastes assistent à cette scène du haut d'un balcon de l'hôtel Benjing qui se situe justement sur cette fameuse place. Et donc ils se trouvent tous sur ce balcon-là et ils regardent la scène qui est en train de se dérouler. Ils sont tous munis de leur appareil photo, de leur caméra pour justement prendre en vidéo et en photo ce qu'il se passe devant leurs yeux. Parmi ces journalistes et ces vidéastes qui sont présents, il y a justement le photographe Jeff Widener qui est à ce moment-là photographe pour l'AP, donc l'Associated Press. Au moment où l'homme à la chemise blanche s'avance près du char, Jeff Widener se rend compte que dans son boîtier, il a une pellicule avec une sensibilité ISO trop faible. Pour les personnes qui ne sont pas du tout dans le domaine de la photographie, en gros les ISO vont vous permettre d'ajuster vraiment la luminosité en gros de votre photo. C'est très compliqué à expliquer ça comme ça très brièvement parce que ça fait partie d'un réglage, mais en gros voilà, ça va vous permettre d'avoir une plutôt bonne luminosité. Il va devoir donc utiliser une vitesse beaucoup plus basse pour justement équilibrer la luminosité, mais également Jeff Widener va se rendre compte qu'il est beaucoup trop loin de la scène. Il décide donc de faire plusieurs photos avec son appareil photo Nikon FE2 et avec un objectif Nikkor 400 mm, donc un objectif qui va vraiment zoomer. Et dans toutes les photos que Jeff Widener va prendre, il y aura cette photo qui va devenir une photo très connue au monde et qui va devenir une photo symbolique contre la lutte de la violence et de la répression. Cette photo, je pense que vous l'aurez compris, elle va marquer la carrière de Jeff Widener, mais elle va également marquer l'histoire du XXe siècle. Si c'est la photo de Jeff Widener que l'on retient le plus et qui va être le lendemain la plus publiée à la une des journaux, les 4 autres photographes présents à ce moment-là ont pris exactement la même photo que Jeff Widener. C'est-à-dire qu'ils ont pris à peu près la même photo que Jeff Widener dans le sens où ils avaient le même point de vue que lui mais également la même perspective. Et donc parmi ces autres photographes qui ont pris à peu près la même photo que Jeff Widener, il y avait Stuart Franklin pour le magazine Time mais également Charlie Cole pour le Newsweek. Il faut savoir également que de nombreux journalistes n'ont pas pu témoigner de cette scène car beaucoup d'entre eux sont partis bien avant car ils pensaient qu'en fait la répression touchait à sa fin et qu'il n'y avait plus rien d'autre à photographier. Et donc en quittant la ville, ils se sont retrouvés bloqués à l'extérieur justement à cause du blocus mis en place à la répression. Cependant, de cet homme qui devait se moquer de mourir ce jour-là d'après les dires de Jeff Widener, on ne sait absolument rien de lui et de ce qui s'est passé par la suite.
Et d'après Jeff Wiedener, c'est ça qui rendrait la photo encore plus marquante. Alors il y a plusieurs théories qui ont cherché à percer le mystère. Donc il y a des personnes qui diraient que cet homme s'est enfui et s'est caché en Chine continentale pour justement éviter toutes les retombées médiatiques, mais également échappant les autorités. Et pour d'autres personnes, cet homme aurait été arrêté sur place soit par les autorités ou soit par des membres de la police secrète chinoise et il aurait été exécuté 14 jours plus tard. L'homme n'est jamais réapparu pour démentir les rumeurs et donc le mystère reste encore aujourd'hui entier. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que je vous aurai appris quelques petites choses durant cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne et également à me suivre sur mon Instagram que je vous affiche à l'écran. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle histoire d'une photo mythique de quelqu'un et je vous fais plein de gros bisous. Bisous!